Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Vaste opération de désencombrement à la Médina. Près de 300 véhicules déplacés. 6 bâtiments menaçant ruine bientôt démolis. La commune centenaire a accueilli la 19e édition du Besoup Settle. À Louga, conflit entre des ouvriers et un opérateur. Le site du chemin de fer, convoité par le particulier, pour y édifier une station d'essence, a engendré le courroux des artisans qui parlent d'un projet de nature à mettre en péril leurs moyens de subsistance. Le syndicat SD3S en renfort à la CNTS-FC pour accroître la pression sur les autorités sanitaires à Matam. La CNTS-FC, en tournée dans le cadre des élections de représentativité syndicale, dénonce la précarité des conditions des travailleurs de la santé. Et puis, championnat du monde de handball féminin 2023, deuxième défaite pour le Sénégal. Les Lions ont échoué face au Monténégro. L'ailière Raissa Dapina est ravie toutefois de la prestation de ses coéquipières. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la Médina. Sur place, près de 300 véhicules encombrants ont été enlevés de l'espace public. 6 bâtiments menaçant ruine sur 87 au total seront bientôt démolis. Les autorités vont poursuivre les opérations de désencombrement. Ce samedi, la commune de la Médina a accueilli la 19e édition de Besoup Settle. Un suivi rigoureux est prévu d'après le sous-préfet de Dakar Plateau qui représentait le ministre de l'Urbanisme. Alassane Ba et Amadou Ba ont assisté aux opérations compte rendues. Ce sont des actions à intégrer dans nos habitudes. La détérioration du cadre de vie inquiète les autorités qui espèrent à travers le Besoup Settle la journée du nettoiement corrigée. Médina a accueilli cette 19e édition avec 4 étapes au menu. Moi, je suis même parfois gêné qu'on dise que Besoup Settle. Mais si le président de la République arrive à le faire, cela montre à quel point, n'est-ce pas, nous devons nous inquiéter. Pendant le coronavirus, on a vu que la salubrité était la première chose à régler pour vaincre la maladie. La Covid est encore là, mais nous semblons l'intégrer dans nos habitudes au point de nous laisser faire. C'est l'occasion, plus que jamais, de nous engager encore davantage pour éviter que de telles choses reviennent, ces habitudes. Les opérations ont démarré il y a de cela 3 jours. Près de 300 véhicules abandonnés encombrant l'espace public ont été enlevés sous la supervision du sous-préfet de Dakar Plateau. Nous remercions les autorités. Ils ont mis à notre disposition un important lot de plateaux et de fourchettes, de matériel de tout genre pour qu'on puisse réussir cette activité. Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure. Les 72 heures précédant cet événement ont été consacrées à la mobilisation d'importants moyens en termes de désencombrement et de nettoiement. Au total, près de 160 véhicules ont été enlevés en 48 heures. Vous avez parlé de 150 véhicules. Je vous dis qu'on est à presque 300 et quelques véhicules enlevés. Parce qu'hier, en plus des 30 plateaux que nous avions, on a encore eu 20 plateaux affectés par la ville. Donc, hier, on a travaillé avec 50 plateaux, avant-hier avec 30 plateaux, ce que nous fait effectivement presque 80 plateaux. Et ce n'est pas fini. On a mis un dispositif de suivi. Un dispositif, on va repasser plusieurs fois dans les quartiers. Donc, aux gens qui gèrent ces véhicules dans la voie publique, les mécaniciens particulièrement, pour qui je n'ai rien contre les mécaniciens, ils ont un terrain à Diamniadio, ils n'ont qu'à se rapprocher pour effectivement libérer les voies d'accès. Au-delà de désencombrer, il s'agira de démolir les bâtiments menaçant ruine. 6 ont été ciblés sur 87 au total. Ce sera l'occasion au moins de commencer, mais le travail va continuer. En ce qui concerne le désencombrement, on espère désencombrer l'ensemble des artères de la Médina afin qu'il y ait une fluidité de la circulation et que les gens puissent circuler normalement. Les citoyens ont un rôle essentiel dans la préservation du cadre de vie. Les autorités espèrent qu'ils prendront leurs responsabilités pour réussir cette mission après nettoiement.
À Louga, une bataille se profile entre des ouvriers établis sur le chemin de fer et un opérateur qui chercherait à les expulser pour y établir sa station d'essence. Ces mécaniciens, menuisiers et vendeurs de pièces détachées qui occupent cet espace depuis des années refusent de céder. Elles interpellent les autorités locales face à ce projet qui pourrait mettre en péril leurs moyens de subsistance. Tierno Fall. 15 mètres gauche, 15 mètres droite. Titre foncier de chemin de fer. Ce chemin de fer n'a jamais vendu ses terres d'après le représentant, son représentant ici. Il a acheté la bataille pour en faire une station. Donc ce qui m'étonne, il n'a aucun papier. Il y a plus d'une centaine d'ouvriers. Seulement qu'il y a certains qui ont des contrats, il y en a d'autres qui n'ont pas de contrat. Tu vois, mais ce que nous voulons, le chemin de fer, après ça, ceux qui n'ont pas de contrat, on les fait des contrats et chaque mois ils payent, c'est un point d'entrée. Mais il n'y a pas certaines personnes qui veulent occuper toute la ville, c'est pas normal. C'est pas normal donc. On est très désolé, mais on va se combattre jusqu'au bout. Hein. Nous, on habite ici. On alerte les autorités, puisque au moins nous sommes des gentlemen. On n'a rien gâté. Donc le préfet nous entend parce que le représentant du chemin de fer l'a appelé. Le gouverneur nous entend, l'information est passée. Allez, on parle éducation à présent avec les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui vont devoir prendre leur mal en patience. La reprise des cours en présentiel au niveau du campus n'est pas à l'ordre du jour. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Moussa Baldé, selon lui, il faudrait que toutes les conditions de sécurité soient à nouveau réunies. Toutefois, le ministre se dit prêt à accompagner le conseil académique de l'université à trouver une solution en accord avec toutes les parties concernées. Je propose d'écouter le professeur Moussa Baldé. Il s'exprime au micro de Fatima Touré. À l'état actuel, à l'UCAD, le conseil académique a décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une reprise sereine et paisible des enseignements en présentiel. Et je dis encore une fois que le conseil académique et l'UCAD sont souverains. Ce que le dit le ministère, c'est que nous les accompagnons pour qu'ils réussissent les décisions qu'ils prennent. Ils ont pris cette décision, ils peuvent compter sur le ministère de l'Enseignement supérieur pour un accompagnement pour la réussite de ces décisions. Il me plaît de rappeler qu'aujourd'hui, disons que, pour terminer sur ce chapitre, le recteur poursuit les échanges avec la communauté académique afin de trouver la meilleure approche permettant une reprise des enseignements en présentiel. Donc, l'objectif de tous les acteurs, c'est qu'on reprenne en présentiel le plus rapidement possible. Mais il faut qu'on soit sûr qu'on a réussi les conditions sereines de reprise dans la paix et la sécurité. Allez, parlons santé à présent. Le 3e congrès de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique et de la 9e Société africaine de la même discipline s'est déroulé dans la capitale Dakar pendant 2 jours. Les malformations urogénitales et le cancer chez les enfants ont été donc l'objet de débats entre experts, un partage d'expériences entre chirurgiens pédiatres sous l'œil avisé de nos reporters Fatou Bintou Conte et Diafaraba. Pendant 2 jours, les chirurgiens pédiatres sénégalais et africains ont été en conclave à Dakar pour un partage des meilleures pratiques et stimuler la recherche dans les domaines cruciaux de la chirurgie pédiatrique. Les congrès nous permettent d'échanger avec les collègues qui sont dans les autres spécialités qui prennent en charge ces patients. La chirurgie pédiatrique, c'est une spécialité assez jeune dans nos régions, mais on voit qu'elle se développe au fur et à mesure au bénéfice de nos enfants malades. Lors de ce congrès, la 3e du genre pour la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique et la 9e pour celle africaine, les malformations urogénitales ont été au cœur des débats. Nous avons choisi comme 3 thèmes principaux les malformations urogénitales qui occupent une place importante en termes de fréquence, de complexité et de difficulté de prise en charge quotidienne.
en matière de prise en charge de pathologies pédiatriques. Ces malformations urogénitales sont très vastes, très larges et complexes, comportent les malformations des organes génitaux externes, les malformations des voies urinaires qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital si ça intéresse la vessie ou bien l'urètre, les malformations rénales, toutes les infections urinaires chez l'enfant causent des complications, ces malformations qu'il va falloir chercher et les prendre en charge très tôt. Le diagnostic se fait de plus en plus avant la naissance dans les pays développés, donc c'est l'occasion de discuter des nouvelles thérapeutiques de ces pathologies et surtout des nouvelles réglementations dans leur prise en charge. Les tumeurs chez l'enfant aussi fait partie des thèmes qui ont été discutés lors de cette grande rencontre. De l'enfant, qui constitue un vrai challenge, aussi bien pour les chirurgiens pédiatres que pour les pédiatres. Nous avons un seul service d'oncologie médicale actuellement et ces cancers de l'enfant peuvent toucher tous les organes. Donc c'est l'occasion pour nous également de discuter avec les spécialistes qui s'occupent de ces pathologies, aussi bien en Afrique qu'en Europe, et avec également des collègues oncologues qui prennent en charge ces enfants sur le plan médical. Ce congrès a vu la participation de 14 nationalités africaines, mais aussi des Européens, pour un partage d'expériences. Plus de 500 personnes consultées, soignées et dotées en médicaments ce matin à Yoff lors des journées médicales. Une initiative de l'association Santé pour tous qui vise ainsi à appuyer les populations de la commune de Yoff dans le domaine de la santé. Niamé Diop est le président de l'association. Nous l'écoutons avec Lisa Prera. C'est que j'ai déplacé l'hôpital à Yoff. Il y a toutes les spécialités. C'est comme s'il y avait un hôpital qu'on a créé avec le camion où nous avons la gynécologie, nous avons l'odonto, nous avons l'ORL. Et il y a même une possibilité, si on avait aujourd'hui une femme enceinte qui pouvait vraiment accoucher ici et gérer comme il le faut. Avec tout ce qu'il faut, il y a la pédiatrie, il y a la cardiologie, il y a la géatrie, il y a tout ce qu'il faut. Même le centre national d'appareillage orthopédique, le CENAO est venu. Donc aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est comme si on avait déplacé un hôpital pour venir ici à Pencum Yoff et permettre aux gens de venir se consulter et d'être pris en charge. On avait 500 tickets et nous avons donné tous les 500 tickets. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a l'effervescence. Ça veut dire que les gens en ont besoin. Ça veut dire qu'il faut vraiment les accompagner. Allez, de Yoff, nous passons à Yeumbeul. Sur place, près de 180 millions de non-francs ont été injectés pour relever le plateau médical des structures sanitaires de la commune. Un investissement qui permet ainsi la construction de 2 postes de santé pour soulager les populations plongées dans des difficultés en matière sanitaire. L'évacuation des malades ne devrait plus constituer de problèmes dans cette localité. Nous écoutons tout de suite Babacar Ndaw. Il est le maire de Yeumbeul Nord. Il s'exprime au micro d'Abdoulaye Patéane. Nous avons remis au médecin-chef du district et à l'ensemble des secrétaires exécutifs et des ICP un lot de matériel consistant à vraiment améliorer les conditions dans les postes et les structures de santé. 12 millions en termes de médicaments que nous avons mis à leur disposition. Et nous avons mis aussi à la disposition des structures une ambulance médicalisée d'une valeur de 27 millions. Il y a aussi un corbillard que nous avons mis à disposition d'une valeur de presque 24 millions. Des lits d'hôpitaux que nous allons leur donner, qu'ils vont distribuer dans les différents postes et structures de santé. Et tout ça, on l'a fait pour accompagner le secteur de la santé, parce que nous savons que vraiment il y a beaucoup de difficultés dans ce secteur. À cela aussi s'ajoute que 2023, la commune de Yeumbeul Nord avait décrété cette année santé. Et c'est pourquoi nous avons essayé de faire beaucoup d'efforts malgré notre budget assez maigre d'attaquer certaines infrastructures dans la commune. Construit 2 maternités et on les construit, on les équipe aussi à Djamalai et à Darussalam 6. Et nous avons réuni 102 millions pour ces deux maternités. Nous avons aussi lancé la réfection de notre poste, qui est le poste de Darussalam 4.
L'actualité, vous le savez, est également marquée par l'organisation très prochaine des élections de représentativité syndicale. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal peut compter sur le soutien de l'Union nationale des instituteurs de la République. Le SUNIR s'est allié à la FGTSA pour, dit-elle, mieux défendre la cause des enseignants, souvent laissés en rade par les centrales les plus représentatives. Selon les membres du SUNIR, eh bien, il est temps que les enseignants siègent à la table des négociations pour gérer les questions urgentes. Ibrahim Diako est donc secrétaire général de SUNIR. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. SUNIR est venu dans cette centrale porteur des doléances des enseignants à l'élémentaire. Nous pouvons citer entre autres doléances l'éradication du statut des décisionnaires, déjà en voie de disparition dans le secteur de l'éducation, la criminalisation des agressions auxquelles les enseignants sont victimes de façon récurrente. Ensuite, une bonne prise en charge médicale en veillant à la bonne performance de nos mutuelles. Enfin, la réforme profonde du statut de l'instituteur, prolongation de l'âge de la retraite, avancement en hiérarchie à l'instar des avancements en échelon et en grade, avec comme désormais hiérarchie initiale B2. Par voie de conséquence, nous en profitons pour lancer un vibrant et solennel appel à l'ensemble des enseignants du Sénégal à voter massivement en faveur de la FGTSA. À la une de l'actualité politique, plus d'1 million de parrainages citoyens pour la région de Dakar. C'est le score de la coalition Benno Bokk Yakaar et c'est le coordonnateur région qui l'annonce. En marge des journées médicales de Yoff, l'ancien ministre de la Santé invite dans le même sillage ses camarades à assurer le suivi de ces parrainages qui, selon lui, sont une étape importante pour assurer la victoire de la coalition. Au soir du 25 février 2024, Abdoulaye Diouf Sarr est interrogé par Dissa Préra. En tant que coordonnateur régional du parrainage à Dakar de la coalition Benno Bokk Yakaar, je peux vous dire que les choses se sont très bien passées. Nous avons donc engagé le parrainage citoyen dans les limites des 5 départements de la région de Dakar, à savoir Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. Il y a eu un engouement certain et effectivement nous avons largement dépassé les objectifs qui ont été fixés pour le parrainage citoyen. Je ne parle pas du parrainage des élus, non du parrainage des parlementaires, mais le parrainage citoyen. Maintenant, ce qu'il faut simplement donc souhaiter, c'est que le suivi se fasse normalement. Parrainer est une chose, mais voter est une autre chose. Mais entre le parrainage et le vote, il y a les opérations de suivi. Il faut qu'on réussisse ces opérations de suivi pour faire en sorte que le nombre de parrains soit équivalent au nombre de votes. Sinon, le nombre de votes supérieur au nombre de parrains est largement supérieur. C'est ça qui va nous permettre d'assurer une victoire éclatante de notre candidat dès le premier tour. Allez, on parle à présent de la Semaine nationale de la case des tout-petits et de la petite enfance. Une randonnée pédestre a été organisée ce matin pour le lancement de cette semaine sur le thème l'éducation à la paix. Éduquer les enfants au respect des valeurs reste une mission importante des parents et de tout autre acteur de la société pour leur assurer un bon avenir. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Madame Maïmouna Sissoko, que je vous propose de suivre tout de suite avec Mambiram Diouf. Le thème de cette année est l'éducation à la paix. Nous avons choisi de démarrer par le rond-point de la RTS avec tout ce qu'il représente et aller vers la place de la nation. Un message de paix, de vivre ensemble, de tolérance. Et le contexte fait que le contexte de conflit, de crise relayé un peu partout par les médias, les enfants sont directement ou indirectement impactés par tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour que dès le bas âge, dès la petite enfance, qu'on puisse inculquer à nos tout petits des valeurs de paix, de vivre ensemble et de tolérance. Inciter les jeunes à l'agroécologie, inciter les jeunes donc à l'agroécologie, c'est le vaste chantier qu'a entamé la Fédération des organisations paysannes au Sénégal. Elle vient de lancer ce vendredi dans le village de Guégué. Le village de Guégué
se situe dans le département de Bambey, et bien la première édition des camps agroécologiques des jeunes de la FONGS. Babacar Diop est justement conseiller au sein de cette structure. Nous l'écoutons avec Babacar Diop. Les parents de ces jeunes ont été aussi des agriculteurs. Ces mêmes jeunes ont la possibilité d'avoir un certain niveau scolaire. La FONGS vient en appui, renforcer leurs capacités pour leur permettre d'exercer le métier de l'agriculture. Vous le savez, le Sénégal avait voté une loi d'orientation agro-silvopastorale depuis 2004. La loi va faire l'objet d'une évaluation en 2024. Mais le métier de l'agriculture est inscrit au niveau de la loi. Et toutes les propositions de cette loi viennent des fédérations paysannes, surtout le CNCR avec ses démembrements. Maintenant, nos organisations vont contribuer à fixer les jeunes dans leur terroir, leur permettant d'exercer le métier et assurer une bonne productivité agricole. Alors, ils vont produire, ils vont créer leur vie, ils ne vont pas inonder les villes, ils ne vont pas aussi affronter la mer. Maintenant, ils vont nous remplacer demain parce que nous sommes en train de les préparer. Ngoundiane, primé par le Forum civil, la commune s'est vue décerner un satisfecit de la part du Forum civil dans le cadre de la gestion de responsabilité sociétale d'entreprise qui provient des entreprises extractives. Selon Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, eh bien, de nombreuses communes du Sénégal n'ont toujours pas une politique RSE à caractère général, contrairement à la commune de Ngoundiane avec ses nombreuses carrières de basalte. Sur place, ce sont les populations elles-mêmes qui expriment leurs besoins. Le Forum civil, de concert avec la commune, a initié des séries de formations destinées aux conseillers. Le reportage est signé Charanta Diop Seyelatia. La responsabilité sociétale des entreprises doit être utile à la communauté. C'est ce qu'a bien compris le Forum civil qui a poussé les carrières et entreprises minières de Ngoundiane à promouvoir la RSE à caractère général. Cette collaboration avec le maire de Ngoundiane a permis d'améliorer les conditions de santé des populations de cette localité. Les actes de RSE qui sont posés par les entreprises découlent des besoins qui sont exprimés par la commune. Dans d'autres localités, c'est le contraire. Ce sont les entreprises qui initient des actions. Mais ici, c'est la collectivité qui dit « voici les besoins que j'ai exprimés, je voudrais que vous nous veniez en aide ». Et c'est cette même politique qui est aujourd'hui continuée au niveau de Ngoundiane. Il y a quelques mois, il nous a conviés pour la pose de la première pierre d'une maternité financée par une entreprise de la localité. Aujourd'hui également, il nous invite pour la réception d'une ambulance médicalisée de la part également d'une entreprise de la place. Le maire de Ngoundiane, Mbaye John, est d'avis que les sociétés minières implantées à Ngoundiane doivent participer au développement de sa commune. Il y a des externalités des carrières, il y a la poussière, mais en contrepartie, ils doivent contribuer au développement de ce pays. Et nous le faisons en partenariat avec le Forum civil, qui est très attaché aux questions de gouvernance, qui nous aide à renforcer la capacité donc, de nos conseillers, en train d'administrer en tout cas des techniques par rapport en tout cas à la gestion moderne de nos collectivités. Selon le coordonnateur du Forum civil, ce bel exemple doit être disséminé sur l'ensemble des communes du Sénégal. On s'intéresse à la culture juste avant le sport, et en culture on vous parle de batik ce soir, la promotion du batik, un tissu traditionnel de plus en plus prisé. L'artiste Joe Mansour a présenté sa collection au parc de Hann à travers une installation d'art et un défilé de mode. Ceci en prélude au Batik Expo 2023 prévu à partir du 28 décembre prochain à Dakar. L'objectif de cet événement est de favoriser la consommation des produits locaux et d'inciter les Sénégalais à être les premiers consommateurs de batik made in Sénégal. Le reportage est signé Ibou Diouf et Yaya Diallo. Comme dans un tableau impressionniste, peut-être un effet voulu par les créateurs. Sur ce long podium installé sur l'herbe, au bord du lac artificiel, le parc zoologique de Hann. Un site encore plus radical pour raconter une nouvelle histoire, la beauté du batik.
sa création aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter à la population du Sénégal les produits en batik. C'est un produit qui est vraiment très original à découvrir. C'est vraiment une première au Sénégal. Préparatif pour le grand Expo, Expo Batik, qui va se dérouler à la Galerie Nationale. Ce sera une première en Afrique, ce sera une première au Sénégal d'avoir une exposition 100% batik. Et ça va se faire à Dakar. Avec Jo Mansour, nous allons à la découverte d'une tradition textile, lui qui travaille à la valorisation et à la préservation de ce tissu traditionnel. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir un tissu qui est purement africain. Le batik, c'est un produit africain qui nous appartient. Moi, en tant qu'artiste, en tant que promoteur, en tant que zoomaster, en tant que formateur, c'est mon devoir de promouvoir ce tissu que je suis en train de former des femmes et des jeunes à travers le Sénégal. Ces tissus colorés au pochoir avec de la cire sont toujours aussi prisés, mais leur mode de production doit désormais répondre aux exigences du marché. Ceux qui sont derrière moi, c'est des mannequins aussi, mais c'est des artistes. Parce que parmi elles, il y a des mannequins qui ont été formés en batik. Et bientôt aussi, il y aura des mannequins qui seront formés en batik. Je lance un appel aux Sénégalais de consommer ce que les artisans produisent au Sénégal. Mais de consommer aussi le tissu batik, qui est un tissu original, mais qui est un tissu aussi qui cache beaucoup de secrets. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir le génie de cet artisan et l'élégance de ces mannequins. Une initiative de l'association culturelle et artistique Kadior Art qui prépare le rendez-vous du Batik Expo 2023 prévu à la Galerie nationale de Dakar. Ibou Diouf, merci. Allez, sport avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, la Conféges, qui vient de clôturer une semaine d'activité pour fêter ses 54 années d'existence. Cette organisation intergouvernementale se veut un appui à la jeunesse et au sport dans les pays membres à travers des financements de projets aux entreprises et des récompenses aux lauréats de ces concours, dernièrement celui sur la poésie et notamment la déclamation de poèmes. Le compte-rendu est signé Cher Sadibou Diarra. Ça a été un match compliqué, on savait que le Monténégro c'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité. Elles ont pris le match très au sérieux, elles étaient à leur niveau de jeu habituel, elles n'ont pas du tout triché. Nous on a été un peu en difficulté parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, on a joué beaucoup de matchs, mais on s'est fait plaisir, on a donné le meilleur qu'on pouvait. Je pense qu'on a fait quelques erreurs défensivement, mais voilà, on a tenu à montrer vraiment une belle image contre cette équipe du Monténégro. Et voilà, on n'a pas voulu faire un match, on a voulu se donner les moyens de montrer une très belle image de nous encore une fois et on va continuer jusqu'à la fin de la compétition. On n'a pris aucun match à la légère depuis qu'on est là, on n'a pas triché sur aucun match, on ne s'est pas du tout ménagé, on a toujours donné tous nos efforts possibles pour pouvoir faire briller cette équipe collectivement. Donc non, il faut faire le travail contre le Cameroun et voilà, c'est une équipe qu'on connaît très très bien, elles nous connaissent très très bien aussi, donc ça va être vraiment un gros match encore à jouer en fin de compétition et il faut ramener cette victoire avant de finir le championnat du monde. Offensivement, il va falloir être très compact sur le Cameroun qui est une équipe assez physique et voilà, donner les ballons le plus possible parce que le Cameroun aime bien nous impacter physiquement. Elles sont très fortes sur les duels de 1 contre 1, donc voilà, il faudra faire vivre. Début de la 7e journée de Ligue 1 ce samedi avec 2 résultats enregistrés. Diamono Fatick et Dakar Sacré-Cœur se neutralisent sur le score de 0 but partout. Pendant ce temps, Teungueth FC bat l'US Gorée 2-0, un succès qui hisse le club rufisquois à la place de seul leader. Cette journée se poursuit ce dimanche avec 5 rencontres au programme, dont le Classico Casasport face à l'ASC Jaraaf. Et puis on termine avec les championnats du monde de handball féminin 2023. Le Sénégal concède une 2e défaite au tour principal. Un revers sur le score de 29 buts à 21 devant le Monténégro à cause surtout d'une première mi-temps complètement ratée par les Lions. Toutefois, l'ailière de l'équipe Raissa Dapina est ravie du visage de battante montré par ses coéquipières. Nous l'écoutons.
été un match compliqué. On savait que le Monténégro, c'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité. Elles ont pris le match très au sérieux. Elles étaient à leur niveau de jeu habituel. Elles n'ont pas du tout triché. Nous, on a été un peu en difficulté parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. On a joué beaucoup de matchs. Mais on s'est fait plaisir. On a donné le meilleur qu'on pouvait. Je pense qu'on a fait quelques erreurs défensivement. Mais voilà, on a tenu à montrer vraiment une belle image contre cette équipe du Monténégro. Et voilà, on n'a pas voulu faire un non-match, on a voulu se donner les moyens de montrer une très belle image de nous encore une fois. Et on va continuer jusqu'à la fin de la compétition. On n'a pris aucun match à la légère depuis qu'on est là. On n'a pas triché sur aucun match. On ne s'est pas du tout ménagé. On a toujours donné tous nos efforts possibles pour pouvoir faire briller cette équipe collectivement. Donc non, il faut faire le travail contre le Cameroun. Et voilà, c'est une équipe qu'on connaît très très bien. Elles nous connaissent très très bien aussi. Donc ça va être vraiment un gros match encore à jouer en fin de compétition et de pouvoir ramener cette victoire avant de finir le championnat du monde. Offensivement, il va falloir être très compact sur le Cameroun qui est une équipe assez physique. Et voilà, donner les ballons le plus possible parce que le Cameroun aime bien nous impacter physiquement. Elles sont très fortes sur les duels de 1 contre 1. Donc voilà, il faudra faire vivre. Retour sur la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, la Conféges, qui, je vous le disais tantôt, a clôturé une semaine d'activité pour fêter ses 54 ans d'existence. Cette organisation intergouvernementale se veut un appui à la jeunesse et au sport dans les pays membres à travers des financements de projets et des récompenses aux lauréats de ces concours, dernièrement celui sur la poésie et la déclamation. Le compte-rendu est assuré par Chersadi Boudjara. 54 ans d'existence, cela se fait. La Conféges ne s'y trompe pas, avec une semaine dédiée à la célébration. Ce, à travers plusieurs activités entre autres, une randonnée pédestre et un concours de poésie et de slam. Parmi les lauréats, une petite fille ivoirienne d'une dizaine d'années. Ce sont mes parents qui m'ont aidé à faire le concours. Et puis aussi, je me suis concentrée pour faire le poème. C'est comme ça que j'ai fait pour gagner. Une occasion pour nous, les jeunes poètes, de peaufiner nos plumes, mais également de performer pour, dans un futur proche, être compté parmi la crème de la littérature africaine. Une Conféges au service de la jeunesse et du sport, un sacerdoce. Nous avons donc adopté cette démarche, organisé de petites activités, non seulement pour mobiliser, pour sensibiliser, pour faire connaître ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il fallait insister sur la communication. Et j'ai estimé, après avoir échangé avec mon équipe, que nous devrions multiplier ce type d'événements, essayer de nous associer des partenaires, et pourquoi pas faire le tour du Sénégal en célébrant la semaine de la Conféges, ou alors en nous délocalisant dans un État et gouvernement membre. Cette initiative, parmi d'autres, comme le financement de jeunes entrepreneurs, confère à cette organisation de la francophonie une grande importance. Sur la solidarité, la justice sociale, les problèmes de démocratie, etc. Et ce sont ces valeurs, à mon avis, qui doivent aujourd'hui réunir et organiser la jeunesse francophone, la jeunesse africaine. Et puis, créer surtout un contexte à travers le volontariat. Je crois que c'est à travers justement ce que fait la Conféges que ces jeunes peuvent se réunir et se rencontrer autour d'un idéal. Je crois qu'il n'y a pas mieux que le sport pour fédérer les jeunes, créer une fraternité et créer surtout cet amour de la patrie. Le partage des valeurs pour unifier les cœurs, un idéal véhiculé jusqu'au découpage du gâteau, marquant la fin de la célébration des 54 ans de la Conféges qui a honoré quelques participants. Chersadi Boudjara, merci. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon dimanche à tous.